Pour parler des couleurs au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, souvent on a cette vision d'un Moyen-Âge assez sombre, malfamé, sombre, violent. En fait, le Moyen-Âge est un monde coloré, plein d'odeurs, de bruit, énormément de bruit et de couleurs. Que ce soit sur les façades des maisons, à l'intérieur des maisons, à l'extérieur des églises ou à l'intérieur des églises. Commençons par l'extérieur de l'église. Nous sommes ici sur la seule place de Moissac au Moyen-Âge. Vous êtes face au portail de l'abbaye, mondialement connu, monumental, et on voit tout un ensemble de pierres sculptées, sans aucune trace de peinture, à première vue. Si on regarde un peu plus dans les détails, peut-être deux phrases, tout le monde connaît le portail. Alors vous avez le tympan, qui est une image de l'Apocalypse, une vision de l'Apocalypse, avec le Christ au centre, entouré du tétramorphe, les 4 évangélistes représentés sous leur forme animale. On reverra ça à l'intérieur de l'abbatiale. L'aigle, le taureau, le lion et l'homme, et tout autour 24 vieillards qui font de la musique. En dessous, ce gros pilier central, c'est ce qu'on appelle un trumeau, c'est ce qui supporte le linteau et le tympan, sinon ça s'effondrerait. Et de chaque côté, on parle d'ébrasement. Comme pour une fenêtre ou une porte, on a les ébrasements d'une fenêtre, même principe. Bon, je ne fais pas toute l'iconographie de ce portail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les couleurs, et c'est un peu la nouveauté. Quand on regarde, je vous montre ces photos, je vais vous les faire passer. Ici, vous avez la vision de Matthieu, Saint Matthieu qui est représenté par l'ange. Et on voit des sourcils noirs. Et si on regarde les détails des vieillards musiciens, on repère aussi des traces de noir au niveau des sourcils, ou des fois au niveau de leur base, leur coupe de parfum, il y a des traits qui sont soulignés de noir. Ça, on le sait depuis un certain temps. Donc, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait des traces de couleur sur le tympan. Oui, il y a quelques traces de noir qui soulignent des yeux ou certains motifs. Vous voyez que c'était très limité. Donc l'été, on a une projection lumineuse sur le tympan, une colorisation. C'est très intéressant. Ça permet déjà de comprendre vraiment l'articulation du tympan, le sens du tympan. Par contre, c'est une hypothèse. On n'a pas retrouvé vraiment ces traces, ces couleurs. C'est une hypothèse, une projection. Vous voyez que notre portail est en mauvais état. Depuis, de nombreuses années, même peut-être plusieurs siècles, notamment les parties basses, les ébrasements qui deviennent comme de la poussière. On s'en rend compte très bien. Ici, au niveau des pieds des rois mages, regardez ces pieds qui disparaissent. Il vaut mieux pas toucher parce que dès que vous touchez, ça s'effrite. C'est comme du sable, ça s'effrite. Problème de remontée d'humidité qui transmettent des sels. Ces sels s'accumulent dans la pierre et avec les chocs de température, les variations d'humidité, ça évolue. L'eau s'évapore et qu'est-ce qui reste dans la pierre? Ces sels qui cristallisent et donc soit la pierre devient de la poussière, soit des éclats tombent. C'est ce que vous avez. Par exemple ici, on a Marie, on a un très bel éclat, c'est pas quelqu'un qui est venu frapper, c'est tout simplement un éclat de marbre qui tombe. Et c'est pas le premier qui tombe. Il y a des parties qui sont encore bien conservées, mais si on ne fait rien, à un moment donné, les yeux vont disparaître, le nez va disparaître, et c'est irrémédiable. On ne pourra jamais le restaurer. Donc il faut stopper ces dégradations. Et c'est pour ça que depuis 2016, en fait, le restaurateur Pierre a travaillé qu'en 2017, donc lui il a très bien travaillé, Olivier Roland, un des grands spécialistes en France de la pierre. Et il est venu étudier la pierre du portail et du cloître. Donc oui, bien sûr, on sait que c'est dû à des remontées d'humidité. Il a fait quelques essais pour savoir ce qu'il faut faire pour la restauration. Mais surtout, il est monté sur un échafaudage pour analyser le tympan. Et notamment, ces traces noires qu'on a sur les sourcils. Il a repéré dans un premier temps qu'il y avait plusieurs couches d'huile de lin. À quelle époque cette huile de lin a été déposée? On ne sait pas trop, sans doute 17e, 18e siècle. Puisqu'au 19e, Viollet-le-Duc, qui restaure le portail, fait un devis pour enlever cette huile de lin. Il veut dégager cette huile. Mais il ne le fait pas, elle y est toujours. Donc elle est antérieure au 19e siècle, antérieure à Viollet-le-Duc. Donc on a une couche d'huile de lin.
sous cette couche d'huile de lin, il repère une teinte brunâtre. D'ailleurs, quand vous regardez le portail, c'est plutôt brun la couleur. C'est pas clair, c'est pas beige, c'est brun. C'est pas qu'à cause de la saleté, il y a eu une volonté à un moment donné de teindre la pierre. Cette teinte, à l'origine, devait être grise. Et on ne sait pas pourquoi, la coloration a évolué avec le temps, il y a une réaction chimique ou on ne sait pas, c'est devenu plutôt brun. Donc de beige, c'est devenu à brun. Les sourcils noirs, ils sont sous cette teinte brune. Vous voyez qu'on remonte le temps. Couche d'huile de lin. Des sourcils. Après, on a la teinte brunâtre. Sous la teinte brunâtre, on a les traces noires. Et Olivier Roland repère sous ces traces noires une teinte rosée. Une teinte liée à la carnation. C'est qu'à des petits endroits, parce qu'il a analysé que certains endroits. Mais donc, aujourd'hui, sur le tympan, on a deux couleurs, le noir et le rose. Est-ce qu'il était entièrement peint? Difficile à dire, vous voyez le peu d'éléments que nous avons. En tout cas, on sait que c'était surligné de noir, mais qu'avant ces traits noirs, il y avait une autre coloration, notamment le rose. Peut-être que si on restaurerait l'intégralité du tympan, on verrait d'autres couleurs qui sont aujourd'hui qui sont disparues, qui sont cachées par les couches successives qui ont été rajoutées par la suite. Donc, est-ce que notre tympan était entièrement peint? On ne sait pas. Peu probable, pourquoi pas, on ne sait pas. Par contre, il y a des traces de couleur. Donc, il n'était pas couleur pierre depuis l'origine. À un moment donné, il a été légèrement colorisé. Est-ce que c'est que la peau qui était colorisée pour mettre en avant le visage? Est-ce que c'était que les sourcils et certains éléments pour rendre du relief à la sculpture? C'est tout à fait possible. On verra ça avec le travail successif, notamment lors de la restauration. D'après Olivier Roland, il n'y a pas 36 solutions pour restaurer tout ça. Je simplifie un peu. Lui, il prendrait énormément de précautions, bien sûr, hein, s'il vous le dit. Surtout qu'il n'a pas donné de remède miracle. Bon, c'est très poussiéreux. Ça s'abîme énormément, ça se désagrège au fur et à mesure, donc il faut à la fois nettoyer et restaurer. Le nettoyage, c'est pas si compliqué que ça. On va éviter le micro-sablage. C'est très léger, hein. C'est ce qui a été fait notamment ici, sur cette partie-là. Et en fait, on s'est rendu compte, après, que le micro-sablage, ça abîme la pierre, ça enlève de la matière. C'est le micro-sablage, c'est très très fin, c'est pas le sablage de nos maisons à nous, mais néanmoins ça abîme la pierre, donc on oublie cette solution. Il faut travailler avec le laser. Il a fait plusieurs essais avec différents types de laser, et c'est la meilleure solution pour nettoyer la pierre. Ça permet à la fois d'enlever la couche brunâtre, donc retrouver la couleur de la pierre d'origine, sans abîmer la pierre. Ça ne règle pas le problème des remontées de sel, le sel qui t'emmagasine dans la pierre. Alors là, on a deux possibilités. Une première possibilité, on met des pansements, des compresses de cellulose ou de kaolin. Avec de l'eau déminéralisée, on met des compresses, donc on recouvre d'une pâte blanche pour que les sels passent de la pierre à ces compresses. Ça dure un certain temps, on enlève la compresse, le sel est transféré et donc il y a beaucoup moins de sel dans la pierre. Ça, c'est une solution tout à fait faisable. Sur le marbre, c'est valable qu'au niveau de la superficie du marbre. Les compresses ne permettent pas d'enlever le sel en profondeur. Donc forcément, 50 ans, 80 ans plus tard, peut-être qu'il faudra refaire une étape. L'autre inconvénient, c'est que des fois, ces compresses, en les enlevant, il faut faire extrêmement attention pour ne pas abîmer la pierre derrière. Ça demande énormément de précautions. Et toutes les entreprises qui font ça ne sont pas forcément bonnes. Dixit Olivier Roland. Il connaît toutes ces entreprises, il y en a qui font du très bon travail, d'autres qui sont beaucoup moins chères, mais qui font du mauvais travail, et là on risque d'abîmer les sculptures. La solution la plus intéressante pour nos ébrasements ici serait une dépose. On dépose les éléments, on les met dans des bains pendant un certain temps, avec de l'eau déminéralisée, il y a un léger courant qui permet de faire passer ces sels, comme une saumure, de la pierre à l'eau. Et l'avantage, si on fait ça, c'est qu'on n'a pas besoin de passer du laser. Une fois que ces pierres sont mises dans ces bains, avec une simple brosse, très fine, très légère, très douce, ça permet de nettoyer entièrement la pierre. Donc pas besoin de passer le laser. Maintenant, ça pose des problèmes. Est-ce que vous, Moissaguet, vous êtes prêt à accepter ici qu'il n'y ait plus rien pendant un certain temps? Si on vous dit que c'est pour la restauration, pourquoi pas? Oui, mais un certain temps, c'est combien? C'est une semaine ou du copier-coller.
Ça vous dérange pas, ici, ça soit aussi le copier-coller. Bah, si, ils ont mis des trucs en plastique. Ouais. C'est pas la pierre d'origine, c'est un simple moulage en polyester, une sorte de résine. L'original est déposé dans les réserves. Donc quand on a fait un moulage, l'intérêt c'est que le jour où on restaurera le portail, on remettra l'original en place. Bien sûr. Donc on va faire ça pour ces parties-là. À voir. Il émet différentes hypothèses, c'est pas lui qui va trancher, c'est pour ça que le 19 octobre, il y a des spécialistes qui viennent ici avec notamment l'État pour discuter des différentes possibilités et des autres expériences qui ont eu lieu ailleurs, en Europe, pour voir ce qu'il faut faire ici à Moissac, pour pas se tromper. Parce que c'est quand même des gros travaux et surtout c'est assez très visible, c'est très visuel. Le tympan, par contre, lui, on ne le dépose pas, il n'y a pas besoin, il est moins abîmé que les parties basses. C'est du marbre, il y a beaucoup moins de sel. Les simples compresses permettraient là de le restaurer, de le nettoyer. Du laser et des compresses, et il est préservé. Le tympan est surtout abîmé à cause des fientes de pigeons qui créent une acidité, je ne sais plus le nom. Et aussi il y a des joints en plâtre, il y a des couches de plâtre qui ont été mises ou des joints en plâtre qui peuvent, avec l'humidité, se dissoudre, couler et ça crée des sulfates. Et les sulfates aussi abîment la pierre. Donc là, un simple nettoyage serait suffisant peut-être pour le tympan. Et peut-être que ce nettoyage permettrait de retrouver quelques traces de couleur d'origine. Bon voilà, j'en ai profité pour parler un peu de restauration parce que c'est l'actualité et on aura des réponses encore plus précises le 19 octobre. Donc là c'est sur invitation uniquement. Et par la suite, voilà, on verra bien ce qu'on fera ou pas. Pour nos couleurs, le mieux c'est de rentrer dans l'abbatiale. Nous sommes dans ce qu'on appelle un narthex. Surprenant de son architecture, cette grande voûte avec ses croisées. On est là dans le style roman, c'est l'époque romane. Mais vous voyez qu'il y a une forme d'expérimentation architecturale, on est déjà assez proche de la croisée d'ogive. Ce n'est pas une croisée d'ogive, mais c'est une expérience qui a été faite avant, la découverte de la croisée d'ogive, une expérience faite à Moissac. Grand arc qui se croise, vous voyez qu'il n'y a pas de petite voûte, ça se joue de manière un peu dans tous les sens, mais néanmoins ça tient. Il n'y a pas de clé de voûte. On n'a pas encore eu l'idée de la clé de voûte. C'est venu par la suite. On est là qu'à l'époque romane. Mais c'est une tentative architecturale qui fonctionne, parce que ça tient. Ça n'a pas fait trop de modèles par la suite, mais c'est peut-être une forme d'expérience qui, à un moment donné, a découlé sur les croisées d'ogive. On verra dans la bassine. Donc, très bel espace, très spacieux, très minéral. Alors que si vous regardez ici, nous avons des traces de couleurs légères et autres, jaune et rouge. Jaune ici, rouge dessus. Ici on retrouve une même séparation. Même au niveau ici de la pierre, vous voyez, il y a un enduit blanc qui a été peint par la suite, on retrouve bien ici, on retrouve une partie d'enduit ici. Et derrière ça, aussi, le fond peut être coloré pour mettre en valeur la sculpture. Là on voit quelques traces de polychromie derrière les ailes des oiseaux qui se font dévorer par des lions ou des phoques. Un peu rouge ici à l'arrière. Ici au-dessus, c'est plutôt jaune. Vous voyez, c'est très léger. Mais donc, à un moment donné, la vision de cet espace est différente. Les couleurs ocre, à cette époque, jaune et rouge, c'est le plus courant au Moyen-Âge. Les couleurs ocre, c'était à base de terre. Rentrons dans la base. Ici, je vous demande l'origine de l'abbaye. Quelle époque? À partir de quand on est certain que l'abbaye elle existe? 11e, c'est sûr. 9e. Même 9e siècle, avec cet hôtel primitif, hôtel carolingien. Donc, si on veut retrouver l'origine de cette église, il faut creuser au fond, sous le chœur actuel. C'est ce qu'ont fait des archéologues dans les années 1960. Et c'est là où, en creusant en dessous, ils ont retrouvé l'hôtel carolingien. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément l'ensemble de ce massif, c'est maçonné, en pierre, recouvert d'un enduit. Sur 3 faces, c'est des graffitis, sur un fond d'enduit classique. Par contre, sur la face qui est côté public, côté nef, il y a des couleurs très simples, très modestes, des bandeaux noirs, des cercles rouges incisés, faites au compas. On a des cercles au compas, et à l'intérieur, c'est jaune d'une couleur plus foncée. On alterne des cercles jaunes et bleus, avec cette bande bleu foncé en dessous. Très modeste, forme géométrique. Maintenant, c'est le seul vestige de notre église carolingienne.
la peinture au Moyen-Âge est toujours liée soit, même si elle est décorative, elle est là soit pour souligner l'architecture, ou elle est là en lien avec des scènes figurées. Donc ici, il n'y a aucune représentation figurée, il n'y a pas de personnage. Donc cette peinture est probablement liée au décor architectural de l'église primitive, qui devait être décoré de formes géométriques, comme on peut le voir ici. Donc il doit y avoir un lien. C'est sous l'autel actuel, en dessous. Grosso modo, c'est à 1 mètre d'en dessous. D'ailleurs, ça c'est du volume des notes, bien sûr, avant de faire cette visite, j'ai vu des choses. Et c'est assez particulier que l'autel carolingien soit dans l'abside. Pour nous, c'est une évidence que l'autel est dans une abside, dans un chœur. Mais à l'époque carolingienne, il y a une grande diversité au niveau de la liturgie, et l'autel n'est pas toujours centré dans une abside. Il peut être ailleurs, placé différemment. Sauf en Espagne, notamment en Aragon, où l'autel est toujours au centre d'une abside, comme à Moissac. C'est un premier lien entre Moissac et l'Espagne. Vous verrez qu'il y en aura de nombreux autres. Et donc, depuis l'origine, depuis le 9e siècle, l'autel, la partie la plus sacrée de l'église, est toujours au même endroit. L'église est reconstruite, agrandie, mais l'autel est toujours au même endroit. Donc, comment a été décorée cette église primitive? On ne sait pas. Il y avait peut-être aussi sur les murs d'autres peintures en référence à celles qu'il y avait sur l'autel, ou des décors au niveau de l'architecture, de sculptures, etc. On ne peut pas savoir. Cette église carolingienne, on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque romane, on est très riche. Et dès qu'on est riche, qu'est-ce qu'on fait? On détruit ce qu'il y avait avant pour reconstruire par-dessus. Donc là, c'est ce qui a été fait. L'abbé de Moissac est affilié à Cluny. Cluny arrive à Moissac, impose un de ses moines comme abbé, Durand de Bredon, qui apporte avec lui le prestige de Cluny, les donations affluent, et donc on se lance dans des gros travaux. Durand de Bredon détruit une partie de cette église carolingienne. Tout le chœur. Il détruit, commence à reconstruire une église romane. On est là en 1063, quand c'est consacré. Et pour faire le lien quand même avec la couleur, comment on décore cette première église romane? On ne va pas s'intéresser au mur, on va s'intéresser au sol. Là, sur nos pieds, c'est des carreaux de pavement. Oubliez ça. Dans le cœur de notre première église romane, on a recouvert l'intégralité du sol de mosaïques de marbre, de différentes couleurs, rouge, jaune, blanc et beige. Et ça forme des pavements entiers de mosaïques. C'est une technique longue et qui demande du marbre qu'on ne possède pas à Moissac, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'heures de travail, ça a un coût considérable. Donc là, il y a une véritable volonté ostentatoire. Et en même temps, c'est une manière aussi de se rattacher à l'Antiquité. Les mosaïques, c'était la grande mode de l'Antiquité, ça s'est perdu un petit peu, et à l'époque romane, on se rattache à nouveau à l'Antiquité, on remet au goût du jour ces mosaïques. C'est typique de l'époque romane. Alors qu'est-ce qu'on va voir comme mosaïque? En avançant tout à l'heure, on pourra peut-être jeter un coup d'œil. Vous allez avoir des bordures. Alors imaginez le chœur de notre église avec une bordure, deux motifs circulaires, des motifs floraux à l'intérieur, donc des cercles, une frise de cercle avec des fleurs à l'intérieur. Et au centre du chœur, par contre là, il n'y a plus aucune trace. D'après les textes, il y avait à l'origine deux griffons représentés au centre. Pourquoi des griffons? Moitié lion, moitié aigle. Parce que la légende que les moines de Moissac, à l'époque romane, essaient de transmettre, c'était que l'origine de l'abbaye, c'est Clovis. Et d'après cette légende, Clovis décide de fonder l'abbaye à Moissac parce que peu de temps avant, il a fait un rêve où il a vu deux griffons en train de construire une abbaye près d'une rivière. Donc pour se rattacher à Clovis, on décide de mettre au sol, en mosaïque, deux grands griffons. Ces griffons ont disparu. Il ne reste aujourd'hui que des petites parties de mosaïque en bordure. Elles ont été préservées. Le reste a été démoli. Donc imaginez, on est là au début de l'époque romane. On refait le chœur, des mosaïques au sol. On en verra en avançant. Ici, c'est toujours la vieille église carolingienne. Deuxième étape, un siècle plus tard, enfin on termine quand les travaux. On détruit tout le reste et on construit la partie basse. Au-dessus de nos têtes, imaginez plutôt des coupoles. Au-dessus de notre tête. Regardez les fenêtres. Ici, là où j'éclaire, hop,
fenêtre en plein cintre, ça c'est la fenêtre romane. Il y en a une autre qui est derrière ce contrefort, une troisième ici, et pareil de ce côté. Une fenêtre ici, une autre cachée derrière le contrefort, on repère très bien qu'on est à l'extérieur, la troisième ici, ainsi de suite. Partie en pierre, romane, arc en plein cintre. Est-ce qu'il y avait des traces de peinture dans cette partie romane? C'est possible. Par contre, qu'est-ce qui va se passer à la fin du Moyen-Âge? Eh bien, on va faire des travaux. On va remettre au goût du jour. Encore une fois, on est riche, c'est la fin du Moyen-Âge, fini la guerre de 100 ans. Nouvelle prospérité, on décide de mettre au goût du jour notre abbatiale. Et donc, on va détruire toute la partie haute. Là, les coupoles qui avaient été construites sont démolies. Et on va rehausser l'église en briques. Et on va terminer les voûtes par des croisées d'ogives. Donc, imaginez au moment de la construction, on est là dans les années 1500. Ça prend plusieurs dizaines d'années quand même, hein, sur ce grand chantier. Vous avez une partie basse romane en pierre, une partie haute gothique en briques. De l'intérieur, c'est pas très homogène. Alors dites-moi, quelle va être l'utilité de peindre cette église à la fin du Moyen-Âge? L'embellir et l'homogénéiser, rendre à nouveau une unité qui avait disparu au fur et à mesure des travaux et des chantiers. Donc là, on a vraiment la fonction de ces peintures ici. Des peintures purement décoratives qui sont là avant tout pour rendre une unité à l'intérieur de l'abbatiale. Qu'est-ce qu'on a comme peinture? Donc maintenant, on peut les dater. On est là dans les années tout début 1500, tout début 16e siècle, puisque c'est la fin du chantier. Vous avez des croisillons. Vous voyez ces petits rubans gris sur fond jaune qui se croisent. L'espace entre ces, qui est délimité par ces croisillons correspond à une dimension de pierre de taille. Donc imaginez qu'en fait, c'est l'image d'une pierre, comme s'il y avait un mur de pierre. Ça fait des petits losanges. Imaginez des pierres de taille au centre desquelles vous avez une petite fleur à cœur blanc et des pétales rouges. Et ce motif, croisillon gris sur fond jaune, vous le retrouvez sur toute l'intégralité des murs. Si on lève les yeux, au niveau des voûtes, par contre, il y a plus de diversité au niveau du décor. Les voûtes, c'est les parties qui sont entre les nervures. Donc tout ça, ça vous fait penser à quoi? Ce que j'éclaire. Des briques. Plutôt des pierres que des briques. Parce que c'est blanc. Ça représente la Vierge, avec son manteau bleu, qui tient dans ses bras Jésus qui vient d'être délivré de la croix. À droite, Marie-Madeleine, donc l'axe, et à gauche, Saint Jean. Motif plutôt classique, une des poses de croix. Par contre, regardez ici les deux petits personnages, c'est les donateurs. La fin du Moyen-Âge. Donc la couleur, on la retrouve sur les murs, sur les voûtes, au sol quand vous avez de la mosaïque, mais aussi sur les statues qu'on va faire. Pour que cette peinture accroche sur pierre, il faut une sous-couche. Et si vous regardez sur les côtés, vous avez des parties jaunes, ici, sur Marie-Madeleine. Et alors là, par contre, on voit très bien sur Jean ici, regardez la carte, elle est jaune. Ça, c'est la sous-couche, logiquement. Son manteau est marron, comme ici. Et là, le marron a disparu. Donc on retrouve la sous-couche jaune qui est en dessous. Néanmoins, hormis cette perte de polychromie à certains endroits, on a là un ensemble de statues de la fin du XVe siècle très bien conservées, qui ne nécessitent pas particulièrement de restauration, hormis un dépoussiérage. Plutôt des statues très bien conservées. Ah, la Vierge de Pitié juste à côté, c'est beaucoup plus brillant, parce que tout le monde est venu caresser. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi pas, ça arrive à certains endroits. Oui. Non. C'est pour ça qu'il faut oublier la barrière. Oui, par contre, la barrière est là pour protéger, pour éviter de toucher. Là, vous avez des statues en bois, polychrome à nouveau, mais même époque. 15e siècle, enfin le 15e siècle, pour la Vierge et l'âne. Joseph, lui, il est postérieur, il est du 17e siècle. Alors, à l'origine, il y avait cette Vierge, sans doute un Joseph à l'époque qui a disparu, et au 17e, il y a un autre Joseph qui d'ailleurs, qui a été sculpté, et ça a été rassemblé par la suite encore, hein, même pas au 17e siècle, mais par la suite. Ici, on retrouve la couleur, pareil, du 15e siècle, plutôt bien conservée, ça a été restauré. Et d'ailleurs, après cette restauration, donc on retrouve la couleur d'origine, il y a eu la pose d'un vernis. Et c'est ce vernis qui fait ce côté brillant. Et ce vernis, il a l'inconvénient de jaunir. Et donc, vous avez des couleurs qui sont légèrement plus jaunes. L'incarnation ici de Marie ou de Jésus, si vous regardez, c'est plutôt jaune brun.
alors que logiquement, ça aurait dû être davantage rose. Donc si un jour on restaure ces peintures, on enlève ce vernis, on retrouvera en dessous les couleurs d'origine, qui sont juste perturbées à cause du vernis qui a jauni par-dessus. Et ce vernis donne un côté brillant qui n'est pas forcément très appréciable, puisque ce n'était pas le cas à l'origine. Ce vernis a été posé, je ne sais plus quand, dans les années 50, je crois, au moment de la restauration. Ça faut protéger la lumière. Ah, il protège, c'est certain. Maintenant, visuellement, alors il protège, donc ça conserve, c'est très bien, c'est en bon état. On ne va pas le restaurer maintenant, il n'y a pas de raison, puisqu'il n'y a pas d'urgence. On restaure, comme ça coûte cher, que ce qui est urgent. Donc là, il n'y a aucune urgence. Par contre, l'effet brillant n'est pas souhaitable, puisqu'à l'origine, il n'y avait pas cet effet brillant. Donc si on va retrouver l'allure d'origine du XVe siècle, il faudrait supprimer ce côté brillant. Pareil pour le Christ ici. Alors ce Christ est juste magnifique. On a beaucoup de chance à Moissac de l'avoir. Parce qu'il est roman. Pas la croix derrière, mais le Christ, il est du XIIe siècle. Il a été réalisé au même moment que le portail. Et d'ailleurs, sur le trumeau, le pilier central qui supporte le tympan, vous regarderez, sur la droite, il y a ce qu'on appelle le Jérémie. C'est le prophète Jérémie qui est représenté, exactement le même style que ce Christ roman. Les historiens de l'art pensent que c'est le même sculpteur, qu'on peut surnommer le maître de Moissac, qui a réalisé à la fois le Jérémie du portail et ce Christ roman. Donc un maître sculpteur qui travaille aussi bien la pierre que le bois. Et donc depuis le XIIe siècle, ce Christ est à Moissac. C'est quand même assez exceptionnel. Et dans une église, accessible. Vous voyez, quand on parle de ravages, etc., néanmoins, ce Christ est là depuis le XIIe siècle. Pas forcément sur ce mur, mais dans l'église, bien sûr. Donc très beau, hein, la chevelure, etc. Il a des grandes oreilles, il est assez allongé, longiligne. Ce qui est surprenant, c'est vraiment sa dimension très longiligne. Et au niveau de la chevelure aussi, c'est vraiment représentatif du Jérémie qu'il y a sur le portail. C'est pas représentatif forcément de l'art roman. Là, vous avez vraiment un chef-d'œuvre d'art roman. À l'arrière, par contre, vous avez une croix avec ses rinceaux qui sont en partie cassés. Elle est postérieure, elle est du XIIIe siècle, la croix. Donc on a un Christ roman du XIIe et derrière une croix du XIIIe siècle. Et donc là, il y a une toute petite étude d'un restaurateur qui est venu pour faire un peu un état des lieux du mobilier et des statues de l'église. Il a pu observer ce crucifix. Et aujourd'hui, on voit que c'est plutôt gris foncé, cette croix à l'arrière. Alors lui, sur une petite fenêtre, il a enlevé cette peinture grise foncée pour voir ce qu'il y avait dessous. Il a retrouvé du bleu, un bleu vif. Donc, à un moment donné, la croix à l'arrière était bleu vif. Il a enlevé ce petit bleu vif pour voir ce qu'il y avait dessous. Il a retrouvé la couche de couleur primitive vert clair. Donc, à l'origine, au XIIIe siècle, la croix était verte claire. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. C'est vraiment comme une enquête. Hein. C'est vraiment de l'archéologie. On retrouve les couleurs d'origine qui vont disparaître au fur et à mesure des repeints. Par contre, lui, le crucifix, c'est sa couleur d'origine. Il y a peut-être quelques petites restaurations, mais c'est grosso modo l'allure d'origine. Donc il est là très très bien conservé. Alors si on commence par peut-être le plus exceptionnel ici, c'est la l'annonce. Pourquoi? Parce que l'évangile de Matthieu commence par la généalogie du Christ. Donc, il parle de l'ascendance humaine du Christ. Son symbole sera un homme. Si on regarde ici, alors on a l'animal qui est là, je dirais le lion. Et ici on a donc Marc qui est ici, en train d'écrire son pupitre encore une fois. Et pourquoi le lion est son symbole? Marc le lion, parce qu'il commence son évangile par une prédication de Saint Jean-Baptiste surnommé le lion du désert. Donc le lion sera son symbole. Et il nous reste ici, mais là c'est assez abîmé, la couleur a complètement disparu, il nous reste le taureau, Luc, parce que Luc commence son livre en faisant référence à un sacrifice, et le bœuf, c'est l'animal du sacrifice par excellence. Donc ici vous avez une représentation du tétramorphe des 4 évangélistes avec leur forme animale. Très très belle peinture. Élégance de la composition. Très bien pensé au niveau de ses boutins. Donc on a bien placé les éléments à l'intérieur. Au niveau aussi de la finesse du visage, des plissis du vêtement. Ces peintures sont très comparables
à celle qu'on peut retrouver dans l'église de Saint-Martin, qui est au pied de la gare. Les peintures de Saint-Martin ont aussi été réalisées au tout début du XVIe siècle. Il est possible que ce soit le même atelier qui ait travaillé à la fois sur Saint-Martin et sur cette peinture ici, de cette chapelle. On est là au tout début du XVIe siècle. Ici. Alors, d'ailleurs, si je pose une question, si je vous fais travailler, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus ancien? Ce motif de croisillon sur fond jaune ou cette peinture ici? C'est cette peinture ici. On voit qu'en fait, c'était dégagé. Les croisillons sont venus à un moment donné recouvrir cette peinture. Ces croisillons peuvent être faits avec les autres au tout début du XVIe siècle. Si on part sur ce principe, là vous avez des peintures gothiques, mais légèrement intérieures au début du XVIe siècle, peut-être XVe siècle. Peut-être. Qu'est-ce qui est représenté? Un ange de chaque côté qui tient un cierge. Un ange ici, l'autre est ici. Un globe terrestre sur lequel on a le bas de la croix avec la crucifixion, Jésus crucifié. Et d'après les historiens de l'art, on a à l'arrière une figure monumentale de Dieu le Père. Ce sera. Pourquoi? Alors, je ne sais pas trop. C'est l'histoire de l'art qui travaille. Moi, je ne vois pas trop Dieu le Père, mais je fais confiance aux historiens de l'art qui ont travaillé sur ces Pour eux, c'est une figure de la Trinité, une Trinité verticale qui est un motif qu'on peut retrouver à cette époque-là. Dieu le Père qui présente à ses pieds son fils sacrifié pour le salut de tous. Donc ici, on n'a qu'une partie de ces peintures. Si on veut un jour découvrir le reste de ce panneau, il faudrait continuer à enlever ces croisillons pour voir ce qu'il y a en dessous. Et donc en dessous de ces croisillons, on a encore ce motif-là. Quand vous regardez, il est assez haut. Il commence à ce niveau-là. Pourquoi? Peut-être qu'à l'origine, il y avait ici un hôtel et que ces peintures étaient liées à l'hôtel qui était en dessous. Comment est-ce que tu expliques ça? Parce qu'au moment de la restauration dans les années 60, ça a été dégagé. Comme il y a eu une restauration de ces peintures murales dans les années 60, ils ont, peut-être qu'il y avait une partie qui était déjà effondrée ou pas, ils ont dégagé un petit peu, mais ils n'ont pas fait l'intégralité. Donc il y a une partie qui a été dégagée, le reste non. Ce serait, un jour si on fait des restaurations, ce serait l'occasion de voir jusqu'où on peut aller en fait. C'est assez bien conservé finalement. Quand je dis au niveau des couleurs, alors, ça mérite sans doute un peu plus de restauration. C'est conservé, c'est pas restauré. Toujours pareil. Mise au tombeau, un motif classique, surtout pour la fin du Moyen-Âge. Jésus au centre, couleur verdâtre. À l'arrière, on a Marie, avec sa couleur bleue, couleur mariale par excellence, encadrée par notre Marie, Saint Jean, Marie Salomé, et ici Marie-Madeleine, ses cheveux détachés. Joseph d'Arimathie, Nicodème, qui tiennent du linceul sur lequel il y a le Christ. Je ne vais pas aller plus loin sur cet ensemble de statues qui est juste un chef-d'œuvre de l'art gothique. C'est monumental, c'est très très bien pensé. Quand on est en face, on a l'impression que Jésus, qui est très grand, plus de 2 mètres de hauteur, il est juste posé sur le linceul, que le linceul n'est tenu que par les 2 hommes de chaque côté, ce qui n'est pas possible, hein, c'est renforcé de l'autre côté. Il y a une forme vraiment de légèreté, on a vraiment l'impression qu'on est en train de le mettre dans son tombeau. Donc au niveau de la composition, de la qualité de la sculpture, regardez les détails au niveau de la bourse, de la broche, les plissés du vêtement et au niveau des visages, c'est sublime. Ça avait été peinturé à une époque indéterminée et restauré au XXe siècle. Je crois que c'est dans les années 56. Par un atelier, ils ont donc dû enlever la peinture qui avait été mise par-dessus pour retrouver la peinture d'origine. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait avec des outils mécaniques. Et ça laisse des traces. Et si on regarde un peu partout, même sur la bourse, on voit différentes traces. Comme ils ont enlevé la peinture par des gestes mécaniques, regardez tout ça, on voit comme si c'était légèrement marbré. On le voit ici aussi. Ici aussi, il y a deux teintes de rouge. Le rouge du XVe siècle, le plus foncé, et après c'est beaucoup plus clair à l'intérieur. Comme ils ont tout décapé à la main, on voyait toutes les traces des outils, ils ont dû réintroduire un petit peu de couleur, un temps en dessous pour montrer la différence. Donc
ça vous montre l'importance de la restauration. Si on restaure un mobilier, il faut avoir la bonne méthodologie. Si vous avez une mauvaise méthodologie, ben ici peut-être que 50% de la peinture du XVe siècle a disparu. On sait comment c'était, puisqu'il reste, c'est très homogène, hein, puisqu'on a à chaque fois la bonne couleur à côté, donc on a vraiment la vision du XVe siècle, mais néanmoins, il y a eu des dégâts. Ça c'est sur du bois. Imaginez le portail, si on fait des dégâts sur le portail, c'est irrémédiable. C'est pour ça que les monuments historiques sont très frileux pour la restauration du portail. Ils préfèrent ne rien faire plutôt que de faire une erreur. Une cavalerie de l'armée napoléonienne qui est venue ici, les chevaux sont passés dans les galeries. Alors sinon, hein, les sabots ferrés des chevaux, les cassins vraiment, ces carreaux de terre cuite. Mais le duc voulait les préserver. Son avis n'a pas été écouté, et donc c'était entièrement refait à ce moment-là. Donc là, vous avez des carreaux récents, à l'image de ce que ça aurait pu être, mais voilà, ce n'est pas du tout des carreaux médiévaux. Je vous montrerai dans un instant les carreaux médiévaux. Par contre, au niveau couleur, au Moyen-Âge, des murs, comme le mur que vous avez derrière vous, en pierre. On voit bien l'appareillage. C'est pas forcément automatiquement visible. En général, ça peut être couvert d'un enduit. Un enduit blanc, comme aujourd'hui les maisons en briques sont couvertes d'un enduit pour protéger la brique, cacher cette maçonnerie qui n'est pas forcément très belle. À l'extérieur, on peut laisser à l'air libre, mais quand on est à l'intérieur, si on a les moyens, on recouvre d'un enduit. C'est le cas de l'église abbatiale à l'intérieur. Tous les murs ont été peints, sauf, vous allez me dire, le mur à l'entrée. On est ressorti, vous avez dû voir qu'on voyait le bel appareil de pierre, mais il y avait des peintures à l'origine. Ça a été complètement enlevé au XXe siècle. Mais à l'origine, ce mur aussi était peint. On ressort de l'abbatiale. Donc ici, peut-être des enduits sur les murs. Pareil ici, au niveau des arcs en briques, sans doute recouverts d'un enduit. D'ailleurs, si vous regardez en face, au nord-est, l'angle nord-est, sur le côté droit, on voit qu'il y a un essai de restauration d'un enduit. Dans le poste, tout au fond, à l'autre bout du jardin, l'angle qui est à l'opposé de nous. Regardez les arcatures, c'est jaune et rouge. Un architecte des monuments historiques qui a voulu protéger la brique et remettre l'enduit comme ça devait l'être au Moyen-Âge. Rentre de combat, massacre, on n'en veut pas de ces couleurs, on arrête. C'est juste un essai qui a été fait. Parce que forcément, ça change complètement la vision du poste. Imaginez qu'on refait toutes ces arcatures jaunes et rouges, ça change complètement. Certains vous diraient, mais c'est pas Disneyland, le massacre. Alors qu'à l'origine, ces potes étaient assez colorés. Nos colonnes de marbre, que des marbres par contre des Pyrénées. Ça, on le sait depuis maintenant 6 mois. Tout le marbre du Moissac vient de carrières des Pyrénées. Les chapiteaux en calcaire proviennent d'une carrière en Saintonge, en région de Saintes. Très connue dans l'Antiquité. Ces carrières très utilisées. La pierre de Saintes s'exporte partout grâce à la pierre de Crasane. On longe l'Atlantique et on remonte ça, la Garonne. visite, hein. Finalement, facile d'obtenir en Moissac de la pierre de Saintonge. Oui, ici en effet, on a plutôt un homme, puisqu'on voit ses chevilles, un homme avec une canne. Observons ici. Un homme ou une femme? Une femme. Et là, on va dire, plus qu'une canne, des béquilles. Elle a une béquille sous chaque bras. Ici, on ne voit pas très bien parce que là, ça a été touché, mais on a une canne. Et de ce côté-là, par contre, on voit à nouveau une femme avec là aussi des béquilles de chaque côté. C'est pas forcément un hôpital. Vous allez. Alors, je vais vous le dire, non, je vous le dirai tout à l'heure. Là, on va rentrer dans la chapelle Saint-Féréol. Et à un moment donné, dans l'année liturgique, sans doute que cette chapelle était accessible aux fidèles pour venir prier, peut-être parce qu'ils souffraient, vous savez, les problèmes ont marché, et donc ces peintures, c'est des peintures ex voto. Parce que des fidèles venaient 1, 2, 3 fois par an, à certains moments de la liturgie, prier sur les reliques de Féréol. Donc vous avez là des peintures ex voto du XIIIe, XIVe siècle. Qui sont là, accessibles à tous, et on ne fait pas forcément attention. Regardez derrière vous, l'essai d'enduit sur le mur. Vous voyez, sur au-dessus des chapiteaux. Ça c'est récent, hein, ça a 30, 40 ans, pas plus, ça a une trentaine d'années. Voilà, c'était un essai, mais c'est comme ça que ça devait être sans doute à l'origine. Ça change complètement la vision. À la fin, c'est entièrement peint. Si vous allez
à Béziers, à Narbonne, à Clermont-Ferrand, vous avez aussi des églises peintes, mais pas intégralement. Au minimum, ça va être le cœur. À l'époque gothique, on va peindre au minimum le cœur. Et le reste de la tête n'est pas forcément peinte. Donc il n'y a pas de règle valable pour tout le Moyen-Âge et à toutes les époques. Ça va dépendre des cas de figure à chaque fois particulier. On peignait au Moyen-Âge, on mettait la couleur. Dire que, est-ce qu'à chaque fois c'était peint intégralement? Pas forcément. Est-ce que les façades des maisons étaient peintes à l'extérieur? Pas forcément. Il pouvait y avoir des traces de peinture de couleur, l'encadrement de fenêtres. Valoriser ces fenêtres, travailler, ouvrager, des enduits. Il y a des traces de peinture sur certaines maisons, mais pas sur toutes. Tous les cas de figure sont possibles. Peinture sur les murs, sur les sols, sur les toits, sur les voûtes et dans les livres. Alors, ici je vous ai ramené un livre du XIIe siècle. Enfin, presque. Un facsimilé, mais fait à l'identique. Oui, c'est pas très sérieux. Non. C'est l'Homélière de Saint-Grégoire, copié à la fin du XIe siècle à Moissac par les moines de Moissac. Si vous voulez voir le vrai, il faut aller à la Bibliothèque nationale de France, avec une lettre de recommandation. Parce que sinon, ils vous montreront pas. Donc moi, j'ai jamais vu de l'eau. Ils ont, à la BNF, à Paris, ils ont 120 manuscrits de Moissac, réalisés par les moines. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au XVIIe siècle, les religieux de l'abbaye, ces vieux manuscrits médiévaux, ils ne savent pas quoi en faire, et Colbert, ministre de Louis XIV, est très intéressé. Et Colbert va échanger 120 manuscrits de Moissac contre quelques vêtements liturgiques. Et nos religieux sont très contents. Ça, par contre, tout à fait, ça a été sauvé. Sans ça, ça aurait sans doute disparu. En tout cas, voilà, aujourd'hui, 120 manuscrits ont été préservés à Paris. Il y en avait plus au Moyen-Âge. On estime à 160 manuscrits la bibliothèque des moines à l'époque romane, ce qui est considérable à l'époque. On met qu'à certains endroits, tout ce livre a été peint de bleu, c'est du lapis lazuli. En général, on regarde pour la Vierge et pour les parties les plus importantes. On peut aussi utiliser, je ne vais pas dire non plus, le verre qu'on a dans ce livre. C'est de la malachite. La malachite est une pierre. Alors, parmi tout ça, c'est cette pierre-là qui compte. On la prend, on la broie, on obtient un pigment, et c'est le verre qu'on va utiliser. Encore une fois, c'est minéral. Pour l'instant, je reste que peinture minérale. Le marron. Sur cette enluminure, on n'en a pas. On peut retrouver du jaune jusqu'au marron foncé à base de terre, l'ocre. Là, on a le petit bâton d'ocre. Ici, on a de la terre, c'est aussi un pigment, l'ocre. Minéral, là aussi. Ce jaune, vous n'allez pas toucher. C'est de l'or. C'est fait à base d'arsenic. Est-ce que vous connaissez le film Le nom de la rose de Berthoud? Enquête policière dans une abbaye, des moines meurent, ils sont empoisonnés à cause de l'arsenic. Parce que c'était, dans le livre, c'est une abbaye avec un scriptorium, c'était le cas aussi à Moissac. Scriptorium, on fabriquait ce jaune très réputé, mais très dangereux, à base d'arsenic. Le blanc aussi, le blanc de Cyrus, que les dames à l'époque de Louis XIV pouvaient se mettre sur la peau, à base de plomb. Et c'est interdit, bien sûr. Ça crée notamment le saturnisme, ça provoque une maladie, le saturnisme. La feuille d'or, évidemment, on peut coller de la feuille d'or, au minéral. Et alors, pour faire de la peinture, on a pratiquement, je vais vous donner la recette du Moyen-Âge. Il faut du pigment, on a de la terre, on rajoute de l'eau. On mélange, il manque un ingrédient. Un lion. Et là, ça va être la gomme arabique. On pourrait aussi utiliser du blanc d'œuf. Mais pas pour nos manuscrits à Moissac, on préfère utiliser la gomme arabique. On ne la possède pas à Moissac non plus. À Moissac, on n'a ni malachite, ni lapis lazuli, ni gomme arabique. Donc tout ça, c'est du commerce. On importe, on voyage au Moyen-Âge, on fait venir d'Orient des pigments, des minéraux essentiels pour les enluminures. N'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, les gens circulent, contrairement à ce que vous pensez. Bon, pour l'instant, c'est sympathique, c'est minéral, parfait. Si on passe au végétal, vous connaissez peut-être ceci. Une petite racine qui fait du jaune, on voit. J'ai entendu curcuma. Le curcuma, alors là, vous avez une racine qui est en train de germer.
Donc ceux qui veulent monter du curcuma, vous voyez, ça germe tout seul. Mais si on veut faire une peinture, on prend la racine, on la broie, on obtient une poudre jaune, on peut acheter au supermarché, et c'est une épice, on cuisine avec. Et si on rajoute de la gomme arabique et de l'eau, vous obtenez une peinture jaune. Donc on peut aussi... Pourquoi elle met volé en jaune, tiens? Non, parce que là c'est que de l'arsenic le jaune. La fleur de safran peut être utilisée. Là aussi, c'est une épice qu'on peut utiliser en peinture. Ça sent cher, ça sent bien. Peut-être plus connu parmi vous, c'est la garance. Le pantalon rouge, des poilus, la gargante des huiles, c'est de la garance. Il a aussi une racine. Tout à fait. Et alors, mon préféré, ce petit grain de noix, ça ressemble un peu à des grains de poivre. Alors ça, c'est ni végétal, ni minéral. C'est, en effet, La cochenille. un colorant rouge qu'on retrouve dans certains... La cochenille. Si vous mangez du merguez, fromage petit suisse, dans certains vins, notamment les vins californiens, on peut rajouter un colorant rouge. C'est ce qu'il y a là-dedans, c'est la cochenille. Donc voilà, vous mangez voilà, du soda, etc. Vous mangez, on va tous manger un insecte au moins une fois dans sa vie. On le rouge à lèvres aussi. Ben voilà. Mesdames, vous mettez de la cochenille, un insecte que vous savez là. Le rouge à lèvres, c'est partout. Tout à fait. Alors, c'est tout blanc, les cochenilles qu'il y a sur les rosés, c'est blanc, c'est les petits poils qu'il y a. En fait, il faudrait les récupérer, on les fait sécher. Donc les poils tombent, il reste une petite, enfin, c'est tout gris, tout petit. On écrase, et en fait, cette cochenille, cet insecte, pour se défendre de ses prédateurs, produit un acide carminique, de carmin. Et donc, quand on le boit, on rajoute de l'eau, il y a une réaction, cet acide se développe, et c'est le rouge. Le pourpre, qui est un coquillage, qui est très réputé dans l'Antiquité. Il y a aujourd'hui dans le Quercy, l'ancien diocèse de Cahors, entre Lot et jusqu'à Moissac, le bas Quercy, il y a que 4 exemples de programmes iconographiques conservés de l'époque romane. On a Moissac, il y a Rocamadour, magnifique, vous avez dans la ville de Rocamadour, la ville dédiée à la Vierge, vous avez des parois à l'extérieur des peintures romanes extérieures. Sur les parois, c'est une petite chapelle dédiée à Saint-Michel. Vous avez aussi à Montcuq, vous avez une église à Montcuq qui s'appelle l'église de Rouillac, qui possède aussi des peintures romanes. Et la dernière, c'est à côté de Gourdon. J'ai oublié le nom de l'église, mais on est plus au nord-ouest du Lot. C'est, je vous dirai si ça vous intéresse. Il n'y a que 4 ensembles romans conservés aujourd'hui. Donc juste pour ça déjà, on a de la chance. Donc, qu'est-ce qui est représenté ici? Rapidement, parce que je parle beaucoup. Peut-être que vous en avez assez. On a sur ce panneau-là l'arbre de Jessé. On a le tronc d'arbre ici. Vous voyez ces branches qui s'enroulent, on parle de rinceaux, qui se terminent par des grandes fleurs. Important, ces fleurs, je vous en reparlerai. Grandes fleurs épanouies. Au pied de l'arbre, ici, vous avez une mandorle. C'est ce cercle dans lequel vous avez un personnage assis. Il tient une sorte de harpe. Est-ce que vous arrivez à la voir? Oui. Est-ce que vous connaissez, dans l'Ancien Testament, un roi, puisqu'il a sur un trône, qui fait de la musique? David. Donc on reconnaît David. David, c'est le fils de Jessé. Donc ici, forcément, à l'époque romane, il y avait Jessé de représenter sur ce mur. Ça a complètement disparu. Ça se voit très bien que la peinture n'est pas intégrale, puisque vous regardez ici la mandorle, elle s'arrête. Alors elle devait se poursuivre ici, le tronc aussi, et Jessé sans doute dans la partie basse. C'est l'arbre de Jessé, l'arbre généalogique du Christ. Jessé, David, et ici on va avoir une autre mandorle, un grand cercle, avec un bleu très foncé à l'arrière, et le bas d'une robe. On a une photographie du début du siècle. Je l'ai vue une fois, je ne l'ai pas retrouvée depuis. Je cherche vraiment dans les archives. On a un peu plus de ce personnage. En fait, c'est une femme qui est en train de bénir. Elle fait le geste de bénédiction. C'est Marie. Et ici, on imagine, c'est des historiens de l'art, il y a encore de la place, on imagine une autre mandorle avec un autre personnage. Après Marie, c'est
Jésus. Donc on aurait l'arbre généalogique du Christ, de Jésus, jusqu'à son ancêtre Jessé. Sur les côtés, au bout des branches, vous avez des personnages. Ici, barbu, maigre, émacié, les joues sont creuses. À certains endroits, on a même des cernes sous les yeux, pour renforcer la maigreur. Vous avez un autre personnage ici. Son nom est sur le phylactère, le ruban qu'il tient. Il s'appelle Égée. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Ensuite, vous en avez d'autres. Vous avez Michée. Et celui-ci, j'ai oublié, mais je n'arrive pas à lire de toute façon. J'ai essayé de le retenir pour vous, mais je ne connais déjà pas les prophètes de l'Ancien Testament. Égée, Michée et Jonas. Jonas et voilà, ça c'est Jonas, c'est Michée et c'est Égée. Prophète de l'Ancien Testament. Cet arbre de Jessé, en tout cas la manière dont il est représenté ici, est issu de 2 livres, l'Évangile de Matthieu, qui fait l'ascendance humaine du Christ, et le livre du prophète Isaïe, qui annonce que depuis Jessé, c'est donc la descendance de Jessé, aboutira à un moment donné une fleur sur laquelle viendra se poser le Saint-Esprit. Pour les chrétiens, c'est le Christ. Après, tout dépend de l'interprétation. Un des premiers à avoir assemblé ces 2 livres au sein d'un motif iconographique comme ici, c'est l'abbé Sugère à Paris. Si vous allez à la basilique Saint-Denis à Paris, dans l'abside du chœur, vous avez un vitrail magnifique de l'époque romane où on retrouve l'arbre de Jessé. Et au niveau iconographique, c'est l'un des premiers qui a représenté de cette façon-là l'arbre de Jessé, d'une certaine façon, qui a fait école. On retrouve ensuite à Chartres, sur un des vitrails de Chartres, un vitraux de Chartres, la même façon de représenter l'arbre de Jessé. Et à Moissac, en 1200, on retrouve cette façon-là. Au sud de la Loire, c'est la première représentation conservée aujourd'hui de cet arbre de Jessé au sud de la Loire. Cette façon de représenter l'arbre de Jessé. Ça montre là encore une fois que l'abbaye de Moissac est très bien ancrée au sein du royaume de France, notamment à des liens très forts avec la région parisienne. Ou alors avec l'Aragon. Parce que ce motif de l'arbre de Sugère va très vite se développer en Angleterre. À l'époque, c'est l'anglo-normand, la Normandie, l'Angleterre, c'est le même royaume. Ils vont reprendre et développer ce motif-là. Et comme ils sont liés au roi d'Aragon, c'est un peu d'histoire, ils sont liés au roi d'Aragon pour combattre le comte de Toulouse. Donc on a Richard Coeur de Lion, le roi d'Aragon, qui s'allie pour combattre le comte de Toulouse. D'ailleurs, lors de cette guerre, en 1188, ils vont prendre Moissac, qui va rester aux mains des Plantagenets jusqu'en 1196, au moment où le comte de Toulouse épouse la sœur de Richard Coeur de Lion. Et donc, comme il y a des liens très forts entre l'Angleterre et l'Aragon, dans certaines abbayes d'Aragon, on va retrouver des artistes anglais, notamment à Sigena. À Sigena, une abbaye qui est pas trop loin de Huesca, en Aragon, au nord de Saragosse. Vous avez une très belle abbaye où on va retrouver cet arbre de Jessé, mais surtout ces fleurs épanouies, uniques dans notre région méridionale. Il n'y en a qu'à Moissac. Vous en retrouvez soit dans la région anglo-normande, soit en Aragon. Donc on a là un lien avec soit l'Angleterre, soit l'Espagne. Maintenant, on va renforcer un peu le clou. On a 2 sortes de bleu. Le bleu foncé, maintenant vous savez ce que c'est. La puce catholique, extrêmement chère, surtout pour en mettre sur une peinture murale. On a mis des moyens considérables pour ces peintures. Le bleu clair, par contre, moi j'aime énormément ce bleu ciel. C'est fait à base d'aérinite, une sorte d'azurite. Et on ne connaît que quelques carrières au Moyen-Âge d'aérinite qui sont dans la région de Huesca, au nord de Saragosse. Encore une fois, un lien avec l'Espagne. Au niveau stylistique, lien avec l'Espagne, et au niveau même des pigments, lien avec l'Espagne. Donc l'abbaye de Moissac est très liée avec l'Espagne. De ce côté-là, par contre, on retrouve une grande bande d'ordre avec le Christ au centre. Bien sûr, on n'a que son auréole aujourd'hui. Le tétramorphe, donc les animaux qui représentent les évangélistes. Lion, c'est Marc. L'homme, Matthieu. Il manque l'aigle et le bœuf. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages, 6 de l'autre, les apôtres. De ce côté-là, vous avez l'Ancien Testament avec les prophètes de l'Ancien Testament. De ce côté-là, vous avez le Nouveau Testament avec les compagnons du Christ, les apôtres. 6 de chaque côté, les autres ont de ce côté-là. Ces peintures, même s'il n'en reste pas beaucoup aujourd'hui, là, c'est une moitié de la route.
Ce mur était peint, ça a disparu. Ici, est-ce que c'était peint? Peut-être. À vous d'imaginer, on ne sait pas. C'est possible. Moi, j'aime à l'imaginer que c'était intégralement peint. C'était un petit oratoire dédié à l'abbé. Il y avait son logement à côté. Donc c'était, voilà, pour lui, des invités de marque. Donc, imaginez peut-être que c'était pas, c'était juste sublime. Ça a été restauré à partir des années 2000 pour consolider l'enduit, pour éviter qu'il s'effrite, qu'il ne tombe, pour aussi enlever les selles. Parce que si vous étiez venu dans les années fin 90, on ne voyait pas grand-chose, c'était très très blanc. J'ai une image à vous montrer, je vais mettre ici pour passer autre jour. Même motif, c'est le personnage que vous avez ici. Un apôtre. Là, vous avez une photographie avant restauration. Vous voyez que ce personnage, cet apôtre, a pratiquement disparu derrière une couche blanchâtre, une couche de sel qui apparaissait, qui sortait donc de l'enduit. Ici, c'est une fois restauré. Grâce à des compresses, on enlève les sels et donc le sel passe à la compresse. C'est ce principe-là qu'on voudrait réaliser aussi sur le portail. C'est le même principe de restauration. Donc là, vous voyez, c'est flagrant. Et si un jour il y a encore du sel, il faudra à nouveau remettre ces compresses de cellulose, ces celluloses avec de l'eau déminéralisée pour faire passer les sels de la bourse dans ces tensions. Donc voilà sur ces couleurs. Je vais m'arrêter ici. Gardez juste une chose, le Moyen-Âge est très coloré. Merci à vous.